Je n'aurais jamais cru que le jour viendrait où ma fille cesserait de me considérer comme sa mère. La fourchette était encore à mi-chemin de ma bouche quand elle l'a dit. Honnêtement, j'aimerais avoir une mère comme Lorraine. Elle sera la vraie grand-mère de notre bébé, a annoncé Paige sans même me regarder en moi, assise à 60 centimètres, la femme qui l'avait élevée avec des mains écorchées et des sacrifices silencieux. La pièce se figea. Pas de tintement de verre, pas de rire gêné, seulement le battement de mon pouls dans mes oreilles. Son mari ricana doucement, les yeux rivés sur son verre de vin. Ma sœur s'agita, mal à l'aise. Je sentis ma mâchoire se relâcher avant de se refermer avec une force telle que j'en eus mal aux dents. Avec une lente et précise précision, je posai mon couteau et ma serviette et les pliai soigneusement sur la table. Ma main ne tremblait pas, ma voix ne se brisait pas. Je croisai le regard de Paige, les mêmes yeux qui pleuraient après la mort de son père, et dit, « Alors, elle pourra financer ta vie à partir de maintenant. » Ni fort, ni cruel, juste accompli. J'ai repoussé ma chaise. Le bruit du bois sur le carrelage a résonné comme un coup de marteau. Personne n'a bougé pour m'arrêter ni me demander si j'allais bien. Je suis sorti de chez moi ce soir-là, sans sac à la main, sans clé. Je suis parti, la porte d'entrée s'ouvrant derrière moi. 2 pâtés de maison plus loin, je me suis rendu compte que mes mains étaient si serrées qu'elles me faisaient mal. Je me suis affalé sur le bord d'un banc d'arrêt de bus, de ceux dont la peinture s'écaillait et dont le bois était imprégné de 1000 histoires. Et je n'ai rien ressenti, ni colère, ni chagrin, seulement un silence pesant et pesant. Dans ce silence, une question s'est imposée à moi, quand ai-je cessé d'être sa mère pour devenir sa servante? Ce n'était pas la première fois qu'elle me comparait à Lorraine, sa belle-mère, tout en perles et passive-agressive. Lorraine préparait des biscuits, organisait des baby showers et prodiguait des conseils avec la douceur de quelqu'un qui n'avait jamais élevé un enfant seul. Paige l'adorait, ou peut-être adorait-elle la vie que Lorraine représentait. Mais ce soir, elle a fait un choix, et elle l'a fait publiquement. Ce n'était pas un lapsus, c'était une déclaration. Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose qui m'a complètement vidé, elle n'avait pas honte de ce qu'elle disait. Elle le pensait. Des heures d'errance sans but sous les érables calmèrent ma colère. Quand les lampadaires s'allumèrent, je rentrai. Cette maison me connaissait mieux que quiconque. Les murs résonnaient des histoires du soir de Paige, quand elle avait 6 ans et m'appelait encore « maman ». La table de la cuisine portait encore la marque de ses veillées après minuit à pleurer son divorce, trop fatiguées toutes les deux pour remarquer le stylo qui entaillait le bois. Tout était là, chaque parcelle d'elle, et plus rien n'avait d'importance. Je suis passé dans le couloir devant le mur de photos que je n'avais pas rénové depuis plus d'1 an. Elle a arrêté de m'en offrir de nouvelles après son mariage avec Cole. Sa mère est photographe professionnelle, avait-elle haussé les épaules comme si les portraits que je prenais avec mon iPhone cassé étaient une honte. Je suis entré dans la chambre d'enfant que j'avais commencé à aménager dès qu'elle avait annoncé sa grossesse. Ce n'était pas luxueux, mais chaleureux, des murs vert tendre, des rideaux cousus main, un rocking chair d'occasion que j'avais retapissé moi-même. Sur l'étagère, tous les animaux en peluche qu'elle avait aimés étaient rangés, nettoyés et attendaient un petit enfant que je pensais bercer pour l'endormir. J'étais assise au bord du lit, une main posée sur le petit bonnet que j'avais tricoté 2 semaines plus tôt au bleu pâle avec un bouton argenté cousu en haut. Elle ne me l'avait jamais demandé, je l'avais juste fabriqué, comme toujours. J'ai pensé à son père et à la difficulté de sa disparition. Elle avait 16 ans, elle était en colère, seule, et j'étais trop fatigué pour faire mon deuil correctement. J'ai travaillé dur, heures supplémentaires, encaissement de mes économies pour qu'elle ne perde pas ses candidatures à l'université, vente de notre argent de poche pour lui acheter une voiture d'occasion. Personne n'a vu ça. Personne n'en a fait l'éloge. Mais je m'en souviens. Je me souviens des nuits passées dans la buanderie avec le sèche-linge en marche pour qu'elle ne m'entende pas pleurer. Je l'ai élevée seule, sans aide, sans applaudissements, sans me plaindre. Et maintenant, elle était assise à ma table, louant une autre femme comme sa vraie mère, comme si je n'avais pas versé mon sang pour la sauver. L'ancienne Evelyne aurait préparé un ragoût le lendemain matin juste pour calmer la situation. Elle serait venue repeindre la chambre d'enfant en faisant comme si ça ne faisait pas mal. Mais je n'étais plus cette femme-là. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris le plat que j'avais préparé la veille au daisiti à la béchamel, sa préférée, et je l'ai jeté à la poubelle. Il était encore chaud. Au fond de moi, j'entendais sa voix, des années auparavant, « Maman, tu es trop pragmatique. Tu ne gâtes jamais personne. » J'avais ri à l'époque, ignorant que ce côté pratique serait un jour utilisé contre moi. Elle m'en voulait de lui avoir offert la sécurité plutôt que des paillettes.
Elle avait oublié que je nous nourrissais pendant les récessions, que je la tenais dans mes bras quand sa carte de crédit était refusée, que je lui transférais de l'argent avant qu'elle ne puisse le demander, que je payais son loyer quand Cole avait perdu son emploi. Doucement, sans honte, elle avait tout oublié ou pire, elle s'en était souvenue et avait décidé que ce n'était pas suffisant. Jeudi, au centre communautaire, Margaret installait déjà des chaises pliantes et s'occupait du thermostat, comme toujours. L'endroit sentait la cannelle et la poussière, comme si le temps avait poliment ralenti juste pour nous. « Evelyne, tu es pâle » dit-elle en plissant les yeux et en redressant une chaise. « Tu dors bien ?» J'ai menti, d'accord, car comment expliquer que ma fille avait précipité mon amour dans le vide et transmis son titre à quelqu'un d'autre? Qu'après 30 ans de sacrifice, j'étais devenue une note de bas de page embarrassante? Mais Margaret me connaissait depuis l'université avant que je sois Madame Talbot, avant que je sois la mère de Paige. Elle s'est assise à côté de moi, m'a pris la main et m'a dit ce qu'elle faisait toujours quand quelque chose n'allait pas, « Ne te retiens pas, ça va te pourrir. » Alors je lui ai raconté le dîner, les mots, les chaussons de bébé qui prenaient la poussière dans le noir. Margaret resta figée, puis son visage se durcit d'une fureur maternelle et féroce. « Elle t'a dit ça en face, alors que tu étais assise juste là. » J'ai hoché la tête. « J'ai toujours su que cette fille n'appréciait pas ta stabilité, » a-t-elle rétorqué. « Tu ne l'as jamais gâtée comme le font les Mitchell, mais bon sang, Evelyne, tu lui as tout donné. »« Je n'ai jamais été drôle, » murmurai-je. Pas comme sa belle-mère avec le vin et les pyjamas de Noël assortis. Margaret se tourna vers moi, le regard féroce. Elle n'a pas le droit de réécrire l'histoire juste parce qu'il est plus facile d'aimer quelqu'un qui achète des tenues assorties. Tu l'as élevé seul. Tu as payé ses frais de scolarité, tu l'as tiré d'affaire après ce désastre immobilier et tu as refait sa vie à chaque fois qu'elle s'effondrait. Je n'ai rien dit, quelque chose en moi s'est brisé. Et ce n'était pas le chagrin, c'était la lucidité. Je crois qu'elle a toujours considéré mon amour comme s'il était assorti de conditions, ai-je commencé lentement, parce que je n'ai pas édulcoré la vie. Tu lui as donné de la dignité, dit Margaret. Et maintenant, elle a honte du miroir que tu lui as tendu. Ça a fait mal. J'ai peut-être rappelé à Paige tout ce qu'elle voulait oublier, être fauchée, perdue, être maternée par quelqu'un qui ne lui donnait pas de leçons de louange. Dimanche matin, je suis arrivé tôt à l'église et me suis assise au fond, par habitude, et non par humilité. J'aimais regarder les gens entrer, leurs petits hochements de tête et leurs rituels me rappelant que même lorsque votre propre enfant vous traite d'insignifiant, des inconnus vous font un signe de tête respectueux. Paige se tenait dans le vestibule, bavardant avec une femme plus jeune, d'un ton haut et joyeux, le ventre rond encadré par une robe bleue moulante. On aurait dit la couverture d'un magazine pour bébé. Je n'allais pas écouter, mais les mots me parvenaient quand même. Ma mère, dit Paige en riant, elle est difficile ou elle l'a toujours été. Très amère. Elle n'a jamais vraiment soutenu mes rêves, elle voulait juste que je sois pragmatique comme elle. La femme hocha la tête avec compassion, comme si l'amertume était un fardeau à plaindre. Paige ajouta, elle avait le cœur bien fait, je suppose, mais elle n'a jamais cru en moi. Je la suppliais de venir à mes expositions où elle devait toujours travailler tard ou disait que ça ne paierait pas les factures. Je restais figé, non pas à cause de ce qu'elle avait dit, mais à cause de ce qu'il lui avait coûté de le dire avec autant de conviction. Cette exposition, je m'en souvenais. Elle avait 19 ans. C'était la veille de l'échéance de son prêt étudiant. Elle voulait que je vienne voir des photos en noir et blanc du sol de l'appartement de son ex. Je venais de faire une double journée, alors je lui ai proposé d'y aller le lendemain. Elle a pleuré. Je lui ai quand même envoyé des fleurs. Cela s'est transformé en « elle n'a jamais soutenu mes rêves ». Je me suis mordu la joue si fort que j'en ai eu le goût du sang non pas de rage, mais de retenue. Parce que ce n'était pas juste une réécriture, c'était un effacement. Chaque longue nuit aux urgences. Chaque petit boulot que j'acceptais pour qu'elle ait de nouvelles pointes. Chaque gâteau d'anniversaire fait maison parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter un chez le pâtissier. Tout cela est devenu de l'amertume dans son histoire. Je me suis éclipsé avant le début du sermon, sans lui dire au revoir non pas par colère, mais parce que j'avais enfin compris. Elle n'avait pas seulement honte de moi. Elle avait besoin de moi comme excuse. Mardi matin, le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine comme s'il ne voulait rien déranger. J'avançais lentement, méthodiquement, je lavais ma tasse de thé, pliais le torchon, rangeais le courrier. Tout semblait réfléchi, contrôlé comme on se déplace quand on sait qu'un événement important arrive, mais qu'on n'est pas prêt à le dire à voix haute.
À 22 heures, j'entrai dans le cabinet Bradley et Miles, en centre-ville. C'était trop calme pour un endroit où l'on réécrit des vies. Une jeune assistante m'a proposé un café, j'ai décliné. Je n'étais pas là pour être réconforté, mais pour tourner la page. La réceptionniste m'a tendu un presse-papier et un stylo. Juste quelques mises à jour d'usage, mademoiselle Langford, a-t-elle dit. Je n'ai pas bronché. Je n'étais plus madame depuis le décès de son père. J'étais simplement Evelyn Langford. L'avocat, un homme nommé Darius, à peine plus âgé que Paige, sourit comme il le pensait, puis me fit signe de m'asseoir en face de son grand bureau en verre. « Vous vouliez discuter de votre testament » demanda-t-il en me glissant un dossier. « Non » répondis-je en posant mon sac à main. « Je veux le modifier. » Sa plume marqua une pause. « Vous voulez retirer quelqu'un » demanda-t-il. « Oui. » Il demanda le nom, je le dis sèchement, Paige Langford, ma fille unique. Il leva les yeux, surpris. « Voulez-vous ajouter un bénéficiaire subsidiaire » Je l'avais déjà fait. Je sortis une lettre pliée de mon sac à main, la nouvelle directive que j'avais rédigée la nuit où je n'avais pas réussi à dormir après la messe. Elle n'était pas acerbe, elle était juste claire. Je la lui tendis. Il la déplia lentement et parcourut les lignes. Je veux que l'argent que j'ai mis de côté pour son héritage soit réaffecté. Créer une bourse pour les mères célibataires, des femmes pragmatiques, celles qui n'ont personne pour leur dire qu'elles comptent. Darius cligna des yeux, surpris par la précision. Tu ne veux rien laisser à ta famille. Je me suis reculé. La famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par la façon dont les gens se comportent. Les formalités administratives ne furent pas longues. Le bureau était efficace, les signatures impeccables. La finalité semblait étrangement paisible. En signant le dernier document, un étrange soulagement m'envahit, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 10 ans et que je venais de me rappeler comment expirer. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de punition, mais de libération. Je suis sorti du bureau plus léger que je ne l'avais été depuis des années. La ville grouillait autour de moi, des voitures klaxonnaient, des gens se précipitaient pour des déjeuners et des rendez-vous tardifs. Je ne me suis pas pressé. Je me suis arrêté à la boulangerie et j'ai acheté un scone à la framboise, encore chaud. Puis je suis rentré chez moi, dans l'armoire à linge. Là, sous une pile de vieilles serviettes et de bougies parfumées que personne n'avait jamais allumées, se trouvait la boîte que je n'avais pas ouverte depuis près de 10 ans. Le carton était mou à cause du temps, les coins s'effilochaient, mais il a tenu bon lorsque je l'ai porté jusqu'à la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvaient des piles de lettres de Robert, le père de Paige, mon mari, décédé il y a 22 ans en mai dernier. Il écrivait sans cesse lorsqu'il était absent, à chaque déplacement professionnel, à chaque nuit passée à l'usine. Adolescente, Paige les trouvait ennuyeuses. Les lettres de papa disaient toujours la même chose, elle se plaignait, sois gentille avec maman. N'oublie pas de prendre tes vitamines. Mais je les ai toutes conservées. J'ai déplié la lettre de son 3e anniversaire. Il avait écrit, Evelyn, elle est pleine d'entrain comme toi. Ne t'inquiète pas si elle refuse les règles, elle t'en remerciera quand le monde cessera de l'aménager. Une autre, datant de la semaine où elle s'est cassé le bras, j'aurais aimé être là, mais je suis content qu'elle t'ait eu. Elle t'a toujours eu. Et celle de l'admission de Paige à l'université, il avait souligné 3 lignes, tu n'as jamais été douce. Tu étais stable. Elle oubliera la différence jusqu'à ce qu'elle en ait à nouveau besoin. Mais ne te laisse pas endurcir. Il y a de la force dans la solitude. Ne t'excuse pas d'être le roc au lieu de l'océan. Je regardais par la fenêtre le jardin. Les pivoines avaient fleuri tôt cette année, roses et provocantes, comme si elles se fichaient qu'on les trouve démodées. Peut-être que j'étais comme ça maintenant, fini de fleurir pour l'approbation de qui que ce soit. J'ai plié soigneusement les lettres, les ai attachées avec un ruban et les ai placées à côté des documents de bourse. En milieu d'après-midi, le téléphone a sonné alors que je rempotais le basilic. J'ai failli ne pas répondre, mais le numéro qui clignotait sur l'écran était celui de Paige, et la curiosité a pris le dessus sur l'instinct. Je me suis essuyé les mains avec une serviette, j'ai examiné ma respiration et j'ai décroché. « Salut, maman » a-t-elle dit d'une voix un peu trop enjouée. « J'espère que je ne te surprends pas au mauvais moment. » J'entendais son sourire répété. « Je suis à la maison » répondis-je d'un ton neutre, « mais j'ai quelques petites choses à faire. » Un silence. Puis elle reprit, une joie forcée perlant dans sa voix, « On est enfin en train de préparer la chambre de bébé,
et je me suis dit que si tu avais le temps, tu pourrais venir m'aider à choisir les couleurs. Tu as toujours été doué pour ça. J'éloignai le téléphone de mon oreille un instant, le regardant comme si cela pouvait expliquer son soudain changement de ton. Il y a 2 semaines, j'étais invisible. Il y a 2 semaines, j'étais inutile. Et voilà que soudain, j'étais décoratrice d'intérieur. J'ai d'autres priorités en ce moment, dis-je calmement. Un nouveau silence, plus long cette fois. Oh, dit-elle, prise au dépourvu. D'accord, comme quoi? Je souris intérieurement en ce moment où elle réalisa que l'atmosphère avait changé. Je travaille sur quelque chose de personnel, dis-je. Honnêtement, je ne suis pas disponible pour aider à la décoration. Son silence n'était pas seulement gênant, il était offensé. Ce n'est pas juste, maman. Je pensais juste que ce serait bien pour le bébé. C'est à ça que tu pensais quand tu as appelé Lorraine la vraie grand-mère au dîner, demandai-je d'une voix basse mais ferme. Elle ne répondit pas, tu as pensé à moi alors, demandai-je à nouveau, plus sèchement. Quand tu as dit ça sans même me regarder, as-tu oublié que j'ai passé tous les dimanches des 3 derniers mois à tricoter des chaussons et à plier des grenouillères pour une chambre où je ne suis plus la bienvenue? Sa voix baissa. Je ne voulais pas dire ça comme ça, mais tu l'as dit comme ça, rétorqua-t-elle. Puis, plus doucement, plus froidement, et tu ne t'es pas corrigé. Un silence haletant suivit. Elle ravalait quelque chose, peut-être de la fierté, peut-être le choc d'entendre une version de moi qu'elle n'avait jamais rencontrée. Eh bien, dit-elle finalement, je suppose que je ne savais pas que tu l'avais pris si mal. J'ai attendu. Puis j'ai dit, je ne le prends pas mal. Je ne fais juste pas comme si de rien n'était. J'ai gardé le silence un instant, puis j'ai ajouté, je te souhaite bonne chance, Paige, sincèrement. Mais je ne me rétracterai pas pour m'intégrer à nouveau à ta vie selon tes conditions. Son souffle s'arrêta. Alors, tu en as fini avec moi maintenant? Demanda-t-elle, l'amertume envahissant chaque mot. Non, ai-je dit. J'en ai assez de supplier pour un rôle que j'ai gagné il y a longtemps. Et puis j'ai fait la seule chose qu'elle n'avait jamais vue venir, j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone, face cachée, sur la table, le cœur battant la chamade non pas de peur, mais de cette adrénaline pure qui n'arrive qu'après avoir rompu avec une routine. Le silence qui a suivi était pur. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas cédé. Je n'avais pas adouci ma voix ni proposé d'apporter des biscuits pour apaiser les tensions. J'ai juste dit non. La rumeur a commencé comme tout poison, lentement et silencieusement, jusqu'à se répandre partout. Margaret a été la première à me le dire. Nous étions assis dans la salle commune de l'église, en train de plier des programmes pour la vente aux enchères caritatives à venir. Elle s'est penchée vers moi, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Tu devrais peut-être savoir. J'ai entendu Linda fait chez le coiffeur. Elle a dit, Paige a dit à tout le monde que tu n'allais pas bien. J'ai levé lentement les yeux. Pas bien? Elle a continué, tu as oublié quelque chose. Tu t'isoles. C'est peut-être un début précoce. Les mots restèrent suspendus entre nous comme une tache humide. Le regard de Margaret scruta le mien, plein d'inquiétude. Je n'y croyais pas, bien sûr, mais l'inquiétude se répandait déjà. Elle dit aux gens que tu as quitté le groupe de Baby Shower par confusion, que tu as du mal à gérer des tâches simples. J'ai cligné des yeux 1 fois, 2 fois. Je n'étais pas confus. J'éprouvais une fureur sourde, celle qui plisse les yeux au lieu d'élever la voix. Cette fille, ai-je dit d'un ton ferme, réécrit l'histoire plus vite que je ne peux détruire les preuves. Margaret serra les dents. Elle essaie de te discréditer avant même que quiconque ne pose de questions. Soudain, j'ai compris, Paige savait qu'elle était allée trop loin quand je suis parti et n'a jamais regretté son geste. Maintenant, au lieu d'assumer ses actes, elle me présentait comme une personne instable, donc si je parlais, personne ne me croirait. J'ai plié le dernier programme, les mains tremblantes. Elle ne veut pas assumer les conséquences, ai-je dit. Elle veut effacer les témoins. Margaret resta silencieuse un moment, puis fouilla dans son sac à main et glissa un petit journal relié en cuir sur la table. Qu'est-ce que c'est, demandai-je. Un disque, dit-elle. Commencez en 1. Écrivez tout, ce qu'elle a dit, quand elle l'a dit, ce dont vous vous souvenez, ce qui est vrai. Si elle veut mettre votre esprit à l'épreuve, montrez-lui qu'il est encore vif. J'ai emporté le journal chez moi et je l'ai laissé intact pendant 3 jours, non par hésitation, mais parce que je voulais que ma première entrée ait de l'importance. Quand je l'ai enfin ouvert, j'ai commencé par ce dîner.
La robe jaune que portait Paige. La façon dont sa voix ne tremblait pas lorsqu'elle appelait Lorraine, la vraie grand-mère. Le gel qui s'est abattu sur la pièce. Mes mots exacts, mais pas précis vers la porte, le silence qui a suivi. J'ai ensuite documenté l'appel téléphonique, les couleurs de peinture évoquées, la faveur demandée, son refus, son changement de ton quand j'ai dit non, et enfin les rumeurs qu'elle a répandues. J'étais distraite, je n'étais pas moi-même et je n'étais pas en sécurité avec un nouveau-né. J'ai écrit chaque détail en lettres capitales claires, si lisibles qu'on pouvait les lire de l'autre côté de la pièce. J'ai ajouté mes relevés financiers, les dates de mon dernier rendez-vous chez le dentiste, des photos de mes documents de bourse et les témoignages de toutes les femmes qui m'avaient vu conduire, gérer mon budget, organiser et fonctionner comme la personne saine d'esprit et stable que j'ai toujours été. Elle ne me traiterait pas de délirante, pas avec des preuves aussi irréprochables. À la fin de la semaine, j'avais constitué un classeur si complet qu'il aurait pu rivaliser avec un contrôle fiscal. Je n'en ai pas fait de copie ou pour l'instant mais je l'ai rangé dans un coffre-fort ignifuge, étiqueté, pour plus de clarté si besoin. Puis je suis retourné au groupe de quilting comme si je n'avais pas été traîné dans la boue sociale. J'ai souri. J'ai brodé. J'ai distribué des barres au citron. Quand June Peters m'a pris à part et m'a murmuré, « Evelyne, on m'a dit que tu agissais bizarrement ces derniers temps », j'ai soutenu son regard sans sourciller. La honte de Paige ne colle pas à son récit, lui ai-je dit. Alors elle fait passer ça pour mon déclin. June hocha lentement la tête, puis dit quelque chose qui me frappa profondément, « Eh bien, tu n'as pas l'air d'une femme sur le déclin, Evelyne. Tu as l'air d'une femme sur le point de s'élever. » La semaine suivante, j'étais de retour au cercle de quilting, entouré de femmes dont les mains avaient réparé bien plus que du tissu au fil des ans. Nous étions en train de confectionner une courte pointe souvenir pour la vente aux enchères silencieuses du centre communautaire. J'ai brodé un carré avec un oiseau bleu, le préféré de Paige dans son enfance. Margaret était assise à côté de moi, travaillant sur des tournesols, son regard se posant sur le mien avec une inquiétude discrète. « Tu es sûr de vouloir continuer ?» demanda-t-elle doucement. « Avec quoi les gens chuchotent-ils » J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le classeur, non pas pour faire une scène, mais simplement pour le tenir. « Je veux que les gens voient », ai-je dit doucement. « Que je ne me cache rien. » J'ai glissé le classeur sur la table vers June. Elle l'a regardé, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est ?» Clarté, ai-je répondu. J'ai oublié tout ce que Paige a dit, tout ce qu'elle a sous-entendu que je ne pouvais pas gérer, mon agenda, mes rapports médicaux, mes relevés bancaires, les lettres d'amis qui ont travaillé à mes côtés, qui ont fait du bénévolat avec moi, qui m'ont appelé leur ami pendant des années. Un silence s'abattit sur le groupe, ni jugement, ni pitié, mais immobilité, comme un orage qui passe hors de portée. June ouvrit le classeur et feuilleta les pages. Son expression passa de la confusion à l'admiration, du doute au respect. « Elle essaie de t'effacer », dit June d'une voix tendue. J'acquiesçai. « Mais je sais qui je suis. » Puis, comme un fil qui se noue à travers le tissu, l'ambiance a basculé. Beth a ajouté, « Je me souviens, le mois dernier, quand tu as organisé ce repas pour Judy après son opération de la hanche. Tu étais le seul à venir avec un repas complet, et tu es resté pour faire la vaisselle. » Gretchen a ajouté, « Vous avez fait toutes nos déclarations d'impôts pour la collecte de fonds. Vous avez tout réglé au centime près. » Même la silencieuse Lorraine D., qui parle à peine, a murmuré, « Tu m'as appris à coudre une fermeture éclair qui ne faisait même pas partie du cours. » Chaque femme parlait comme si elle redécouvrait une vérité qu'elles avaient toujours connue, mais momentanément mise de côté. Paige pouvait murmurer des rumeurs. Elle pouvait déformer les chronologies. Mais dans cette pièce, je n'étais pas seulement Evelyne la mère, j'étais Evelyne la bâtisseuse, celle qui résout les problèmes, l'amie. Après la réunion, June m'a arrêté à la table basse. « Si quelqu'un répète ces rumeurs, » a-t-elle dit fermement, « il devra les dire devant nous. » Je n'ai pas pleuré, mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai poussé un soupir profond. Je n'étais pas seul et je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. Plus tard dans la soirée, je suis rentré chez moi et j'ai rangé le classeur non par peur, mais parce qu'il avait fait son effet. Debout dans mon salon, plongé dans le silence, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de défendre mon passé. Il me fallait simplement vivre le présent pleinement, visiblement, avec grâce. J'ai sorti un vieux carnet et j'ai écrit une seule phrase en haut, « Fais du bénévolat à la bibliothèque ». Cela semblait peu, mais ce n'était pas le cas. C'était une promesse, le vœu que mon énergie, à partir de ce jour, serait investie là où elle pourrait s'épanouir, où je serais accueilli,
utile et respecté non pas parce que j'avais besoin de preuves, mais parce que je méritais la paix. Quelques jours plus tard, le mari de Paige est apparu sur mon porche, m'apportant une douce invitation bleue de la part de ma belle-mère. Il se tenait là, trop poli, comme s'il m'annonçait une mauvaise nouvelle enveloppée dans un ruban. Ma mère a pensé que vous pourriez peut-être prendre le thé, pour arranger les choses, a-t-il dit. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a dit d'y aller non pas pour eux, mais pour moi. J'ai enfilé mon pull préféré, celui qui, selon Paige, me donnait l'air d'un banc d'église. Je l'ai quand même porté où il était chaud et il ne mentait pas sur mon identité. Sa maison sentait le parfum raffiné et la chaleur artificielle. Le thé était amer, les biscuits du commerce. Elle roucoula, je déteste voir des familles se séparer. Paige est bien intentionnée, elle est passionnée. Elle veut juste votre soutien. J'ai jeté un coup d'œil aux pancartes décoratives, la famille avant tout, que Dieu bénisse ce désordre, et j'ai bu une gorgée de thé, laissant l'amertume se dissiper avant de parler. Tu as déjà accepté le rôle, ai-je dit doucement. Tu n'as pas besoin de moi. Son sourire vacilla, hésitant entre insister ou reculer. Je ne suis pas en colère, ajoutai-je. Je suis clair. Il y a une différence. Elle hésita. Mais Evelyne, il y a sûrement de la place pour plus d'une grand-mère? Je posai doucement ma tasse. Chambre, oui. Respect, non. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. J'ai élevé Paige alors que personne ne le faisait non pas pour des compliments, mais pour ne pas être effacé non plus. Je me suis levé et j'ai boutonné mon manteau. Savoure ton thé, ai-je dit, et ton titre tu as gagné son adoration. Puis je suis parti ni en colère, ni amer, juste libre. Car toutes les invitations ne sont pas des ponts, certaines sont des pièges déguisés en rameaux d'olivier. Et j'ai traversé suffisamment de mauvais ponts dans ma vie pour savoir quand faire demi-tour. On m'avait demandé de prendre la parole à la bibliothèque, un petit rassemblement communautaire composé principalement de femmes, certaines retraitées, d'autres en pleine insertion. Margaret avait proposé ma candidature sans me prévenir. J'ai failli décliner, mais je ne l'ai pas fait. Debout devant un cercle de chaises pliantes, les mains serrées autour d'un gobelet en carton rempli de café tiède, je me suis dit, je n'ai pas toujours été seul, ai-je commencé, mais je me suis souvent senti invisible. Quelques femmes ont acquiescé. J'ai élevé une fille qui ne me considère plus comme une partie de sa réussite, juste comme le silence dont elle est sortie. Leur visage se lisait de reconnaissance, cette douleur sourde d'avoir donné tout son corps à l'amour, pour s'entendre dire plus tard que ce n'était pas suffisant. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je leur ai parlé des dîners que je préparais quand le réfrigérateur était vide mais que ma détermination était pleine, de la couture de robes de bal parce que les boutiques étaient hors de portée, de la conduite à chaque entretien avec des pièces récupérées dans la boîte à gants, et comment, même après tout cela, j'ai été remplacé par quelqu'un de plus nouveau, de plus brillant, quelqu'un qui souriait et disait oui plus souvent. Ma fille dit que je ne croyais pas en elle, dis-je doucement. J'étais amer. Une femme en face de moi essuya une larme. Mais croire ne ressemble pas toujours à de l'encouragement. Parfois, ça sonne comme « prends le travail de nuit si ça te met un pied dans la porte » ou « on n'a pas les moyens de payer une école d'art, mais je te conduirai dans toutes les galeries du comté jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne de ton nom. » Un silence s'installa dans la pièce pas lourd, mais sacré, comme s'ils tenaient quelque chose de tendre entre eux. Je souris doucement. Avant, je pensais devoir m'expliquer, justifier les choix que j'avais faits pour l'élever. Mais je n'ai pas besoin de permission pour être fier d'avoir survécu. À la fin, plusieurs femmes m'ont serré dans leurs bras. Certaines n'ont rien dit, me serrant juste la main comme si j'avais dit à voix haute des choses qu'elles n'étaient pas encore prêtes à murmurer. Ce soir-là, je me suis regardé dans le miroir non pas comme la mère ou l'erreur de quelqu'un, mais comme une femme qui avait traversé le feu sans jamais le laisser toucher les pieds de sa fille. J'ai attendu le matin de sa baby shower, celle à laquelle je n'étais pas invité. Je le savais depuis des semaines. J'avais vu les publications en ligne, des ballons roses tendres, un gâteau à 3 étages, une liste de cadeaux remplis de choses dont j'avais rêvé ou des choses que j'avais déjà achetées en catimini des mois auparavant, avant que les mots « vraie grand-mère » ne viennent tout bouleverser. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fulminé. Au lieu de cela, je me suis assise à ma table, j'ai allumé une bougie et j'ai commencé à écrire. Cher Paige. Ceci n'est pas une lettre d'amertume. C'est une lettre de vérité. Tu as choisi de m'effacer de ton récit, et c'est ton droit. Mais je ne me tairai pas pour que ton histoire soit plus belle. Je t'ai élevé au pas parfaitement, mais pleinement.
Je t'ai donné ce que j'avais, du temps, du travail, de la discipline et un amour qui ne s'est pas toujours accompagné d'un sourire, mais qui ne s'est jamais éteint. Je n'assisterai pas à ta fête prénuptiale, non pas par colère, mais parce que je refuse de m'asseoir dans une pièce où je suis à la fois présent et indésirable. J'ai modifié mon testament. Il n'y a pas de punition à cela, juste un réalignement. Mon héritage ira là où il est nécessaire, où il est souhaité, où il est respecté. J'ai inclus des documents notariés et des photos que tu sembles avoir oubliées, toi dans mes bras lors de ton premier récital, moi applaudissant plus fort que quiconque, toi endormi dans mon manteau alors que ta fièvre ne tombait pas, moi tenant ton diplôme universitaire avec une fierté que tu n'as pas vue. Ces choses sont arrivées. Que tu le dises à tes amis ou non, tu as choisi une autre famille maintenant, une famille qui te flatte davantage. C'est bien. Je ne rivaliserai pas. Mais je ne serai pas effacé. Si son amour t'a élevé, autant être meilleur avec elle qu'avec moi. Avec clarté. Evelyne. J'ai scellé la lettre. Aucune larme n'a taché le papier au juste de l'encre et une intention et je l'ai posté l'après-midi même. Pas besoin de numéro de suivi, pas besoin d'adresse de retour. Elle saurait que c'était de moi, elle saurait que c'était fait. 3 jours après la baby shower, j'ai vendu les objets de famille, le médaillon de ma mère, le service à thé en argent de mon mariage, et même la courte pointe brodée par mon arrière-grand-mère. Paige avait toujours pensé qu'il lui appartiendrait, un jour, quand j'aurai une fille, disait-elle, le regard rêveur et plein de prétention, je les transmettrai à ma fille. Elle ne m'a jamais demandé si j'étais d'accord, elle s'attendait simplement à ce que l'amour soit synonyme d'héritage automatique. Mais l'héritage, je l'ai compris, n'est pas une question de sang, c'est une question de respect. Le respect était une monnaie qu'elle n'avait jamais appris à payer. J'ai donc appelé un acheteur privé. Il est venu avec des gants et des mots doux, parlant de préservation et de provenance. Je n'ai pas bronché lorsqu'il a annoncé les prix. Je n'ai pas marchandé. J'ai simplement signé, je lui ai remis les objets et j'ai vu des générations d'attente passer la porte. Ce n'était pas une perte, mais une libération. L'après-midi même, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai clôturé le dernier compte d'épargne joint que j'avais ouvert pour Paige des années auparavant, celui auquel elle n'avait jamais contribué mais qu'elle consultait souvent pour planifier ses futures urgences. J'ai ensuite retiré son nom de mes contacts d'urgence sur les formulaires médicaux. Enfin, j'ai bloqué son numéro non pas par colère, mais parce que j'avais besoin de la paix que seul le silence pouvait m'apporter. Le lendemain matin, j'ai changé mes serrures non pas parce qu'elle avait une clé, mais parce que je ne voulais pas qu'elle se souvienne un jour qu'elle pourrait rentrer. Puis j'ai traversé ma maison comme une femme qui désenfume une pièce, j'ai ouvert les fenêtres, épousseté les étagères, rangé la chambre de bébé. Un par un, j'ai plié les petits vêtements et emballé les livres non pas pour les donner, mais pour les donner. Quelque part, un autre bébé avait besoin d'un nouveau départ, un départ exempt de culpabilité. À midi, je suis allé au refuge pour femmes et leur ai tendu la boîte. La jeune responsable de l'accueil a cligné des yeux quand je lui ai expliqué ce qu'elle contenait. Tout fait main, ai-je hoché la tête. Elle a lentement tendu la main vers la boîte, comme si elle contenait quelque chose de sacré. Merci, a-t-elle murmuré. Je suis parti sans donner mon nom, car je ne le faisais pas pour me faire connaître. Je le faisais parce que les bonnes choses méritent un meilleur foyer. À mon retour, la maison semblait différente, lumineuse, épurée, à moi. Je me suis préparé un sandwich simple et je me suis assis à la table de la cuisine où la trahison avait eu lieu. La chaise où Paige s'était assise était vide, et je l'ai laissée tranquille. Cet après-midi-là, j'ai franchi la dernière étape, je me suis connecté au compte photo cloud que Paige pensait que je continuerais à payer, j'ai téléchargé toutes les photos qui comptaient encore le bébé aux joues chocolat, la photo de Marcus et moi à l'hôpital, sa remise de diplôme où j'avais porté ma robe de mariée, faute de nouveautés et j'ai supprimé le reste. Non pas pour l'effacer, mais pour me libérer de la version d'elle qui pensait que je lui devais tout simplement parce que j'étais né. Une fois le dernier dossier épuisé, je me suis assis et j'ai poussé un soupir. Je n'avais pas besoin de sa gratitude ni de ses excuses. J'avais besoin de son absence. Et maintenant, je l'avais. Elle est venue frapper à ma porte le lendemain après-midi sans prévenir, sans frapper, juste une portière claquée et un claquement de talons. J'ai reconnu la tension dans sa voix avant même de voir son visage. « Tu m'as bloqué » a-t-elle craché dès que j'ai ouvert la porte. « Tu es sérieuse, maman ?» Je ne dis rien. Je retournai dans le couloir, pris une deuxième enveloppe sur la console, celle qu'elle n'avait pas encore vue et la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama-t-elle. « Lis-le quand tu seras seul,
dis-je. Tu ne me trouveras plus ici. Son visage se crispa, la confusion mêlée de rage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne répondis pas. Je ne la réconfortai pas. Je n'apaisai pas son feu avec les eaux de mon silence. Je la contournai, descendis le sentier, montai dans ma voiture et m'éloignai. Je ne me retournai pas, car elle ne venait pas pour renouer avec moi, elle venait pour récupérer ce qu'elle croyait lui appartenir. Mais j'avais déjà tout donné, non pas par colère, mais par lucidité. Qu'elle lise la vérité dans une pièce calme, sans public devant qui se produire. Qu'elle s'assoie avec l'écho de son propre sentiment de droit. Et qu'enfin je sois ce que je n'avais pas été depuis des décennies, disparu. Je sais qu'elle l'a lu ou je l'ai senti le lendemain matin dans le changement d'air. Le vrai silence qui n'arrive que lorsqu'on se voit privé de l'histoire qui nous protégeait. Elle n'a pas appelé ni fait son apparition, mais j'ai reçu un message indirect, bien sûr. Margaret m'a dit que Paige avait pris un jour de congé et annulé le brunch de baby shower qu'elle avait prévu. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai souri discrètement. Elle n'était pas malade, elle était en train de s'effondrer. La lettre n'avait ni venin, ni relent dramatique, juste la vérité, une vérité froide, documentée, indéniable. Page 1, les relevés financiers, les bourses et les frais de scolarité que j'avais payés quand elle m'a dit que je ne soutenais pas ses rêves. Page 2, des photos d'elle à chaque étape de sa vie, brisée, en pleine croissance, triomphante, avec mes légendes manuscrites. Page 3, des vêtements de bébé avec des dates cousues sur les étiquettes, un reçu du magasin de tissus horodaté avant même qu'elle ne me dise son sexe. Page 4, des copies des formulaires de dons que j'avais signés, des bourses à son nom, la preuve que j'avais pris l'héritage qu'elle avait jeté aux ordures et que je l'avais transformé en espoir pour quelqu'un d'autre. Et enfin, la lettre, pleine de souvenirs, pas de reproches. Je lui ai rappelé qu'à 5 ans, elle ne pouvait dormir que si je chantais la berceuse d'Adèle, comment je lui tressais les cheveux pour chaque photo de classe, comment je l'avais serrée dans mes bras après son premier chagrin d'amour, en lui murmurant « Tu es encore suffisante ». J'ai écrit « Tu as demandé une mère qui te gâte ». J'ai choisi de te préparer à un monde qui ne le serait pas. Tu voulais des contes de fées, je t'ai donné un toit, des draps propres, un garde-manger toujours vide. Tu voulais de la douceur, je t'ai donné de la force. Et maintenant, tu dis que je ne t'ai jamais rien donné, mais tu es en vie grâce à mes sacrifices, et tu es devenu qui tu es parce que je me suis tenu là où personne d'autre ne l'aurait fait. Puis je l'ai conclu avec des mots dont je savais qu'ils brûleraient non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient vrais, si c'est elle qui t'a élevé, autant être meilleur avec elle que tu ne l'as été avec moi. J'ai signé, ta mère, mais plus ta gardienne. Je n'ai laissé aucune ouverture, aucune invitation au pas de « appelle-moi si tu veux parler », parce que je n'avais pas besoin de conversation, j'avais besoin que la vérité s'installe en elle comme l'hiver. Margaret m'a rappelé ce soir-là. Elle est restée silencieuse, a-t-elle dit, comme surprise. Ce n'est pas le genre de lettre à laquelle on peut répondre, lui ai-je dit. C'est le genre de lettre qu'on accepte ou qu'on fuit. Margaret est restée silencieuse un instant. Tu crois qu'elle finira par changer d'avis? J'ai regardé mon jardin. Les pivoines tombaient en morceaux, leurs pétales mous sur le sol. Je ne sais pas, ai-je dit. Et ça me va de ne pas savoir, parce que ce n'est plus Paige qui compte. C'est moi. Puis les appels recommencèrent, mais pas de Paige. De la famille. D'abord de tante Léa, la voix faible et hésitante, je viens d'apprendre ce que tu as fait avec la bourse, Evelyne. Je l'ignorais. Puis de ma cousine Denise, puis de la sœur de Margaret, puis de la cousine de mon défunt mari, qui n'avait pas appelé depuis 7 ans. Ils s'écoulèrent comme de l'eau à travers une pierre fissurée ou hésitant, prudents tous se souvenant soudain de mon existence. Et je l'entendais dans leur voix, la culpabilité. Culpabilité d'avoir cru Paige sans poser de questions, d'avoir hoché la tête poliment lorsqu'elle me disait trop rigide ou distante, de ne jamais avoir demandé mon avis. Je ne l'ai pas proposé. Je ne le devais pas. Chaque appel se terminait de la même façon, on aimerait bien te voir un de ces jours, ou on aurait dû prendre de tes nouvelles plus tôt. Et à chaque fois, je répondais, je vais très bien, parce que c'était le cas. Je ne les laissais pas entrer au complètement, plus maintenant. Non pas par colère, mais parce que j'avais dépassé la version de moi-même qui courait après les gens juste pour me sentir visible. Je ne cherchais plus l'affection. Un soir, Margaret est arrivée avec un plat et un sourire narquois. J'ai entendu dire par June que le mari de Paige, Cole, posait des questions, a-t-elle dit. J'ai haussé un sourcil. À propos de quoi?
À propos de vous, votre testament, vos finances. Il a apparemment vu le communiqué de presse concernant la bourse et a déclaré « Evelyne a toujours été plus généreuse qu'on ne le pensait. Maintenant, il veut revoir son récit. » Je laissai échapper un soupir, un petit rire. Les hommes comme ça pensent toujours pouvoir limiter les dégâts, dit Margaret en se renversant dans son fauteuil. Mais ce n'est pas une mauvaise semaine de relations publiques, c'est son reflet qui se fissure. J'y ai réfléchi. Peut-être que Cole me respectait maintenant. Peut-être avait-il commencé à voir les failles dans la version de moi que Paige avait dépeinte. Mais peu importait, car leur validation ne réparait pas ce qui était brisé. Elle ne faisait que confirmer ce que je savais déjà, la vérité a du poids, et elle finit par s'installer. Cette semaine-là, j'ai reçu une invitation à une petite réunion de famille ou une invitation vague et évasive. Paige serait là. Sans pression, bien sûr, disait le message. Tu nous manques, c'est tout. Mais c'était une pression enveloppée d'une fausse chaleur et d'excuses tièdes. J'ai décliné, non pas avec colère, mais avec grâce. J'ai répondu, je te souhaite bonne chance, mais je ne me mettrai pas dans des situations où on m'oublie quand c'était important. Aucune réponse ne vint ensuite, comme je m'y attendais. Mais le calme et la tranquillité régnaient, car cette fois, le silence était mien. Ce samedi-là, je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles en perles Nita, pas accent grave l'œil, ni chère, juste élégante. Je les ai portées à la messe du dimanche et me suis redressé non pas par besoin d'être vu, mais parce que j'étais enfin visible à mes propres yeux. Quand June s'est penchée et m'a murmuré, « Tu as l'air de quelqu'un qui ne porte plus de poids mort », j'ai souri car elle avait raison. Je ne portais pas le poids d'être incomprise, mal aimée ou réécrite. Je portais seulement ce qui comptait désormais, ma voix, ma clarté, ma liberté.